Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier intitulé Grand compte, une approche centrée utilisateur pour mieux se transformer. Donc je me présente, je suis Céline Andronikos, je travaille au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine où j'ai une double casquette puisque je m'occupe d'un côté de l'accompagnement des acteurs de la filière numérique. Donc là, on est vraiment sur les acteurs de la filière, principalement de l'accompagnement collectif et notamment le suivi de l'action des clusters French Tech, Digital Aquitaine et puis aussi les clusters qu'on a SPN à Liptic sur d'autres territoires où je suis en lien avec des collègues. Et j'ai également toute une mission d'accompagnement à la transformation numérique, donc en plein dans le sujet d'aujourd'hui. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Je laisse Hélène se présenter. Bonjour à tous, je suis donc Hélène Desliens. J'ai cofondé Expertise avec Ludovic Pruch qui ne doit pas être loin. Et Expertise est un organisme de formation où on innove en rien, si ce n'est on accompagne les organisations à, on va dire, complètement adopter de nouvelles méthodes de travail, se transformer, évoluer dans leurs méthodes et leurs organisations, et avec donc des formations en présentiel. Donc voilà, il n'y a rien de neuf, si ce n'est que on essaie de faire le plus efficace, le plus pragmatique possible pour que, au final, les collaborateurs, les managers sachent très bien comment prendre cette nouvelle vague. Voilà. Alors l'idée de cet atelier, on va commencer un peu à poser un certain nombre de questions, alors que je vais poser à Hélène en tant qu'experte du sujet, autour de toutes ces notions d'approche centrée utilisateur, approche dont on parle beaucoup aujourd'hui quand on se lance dans des projets de transformation numérique, mais plus largement des projets de transformation en général. Et donc avec 4 questions à Hélène, on va un peu poser le cadre du sujet de la session. Et puis après, l'idée, c'est vraiment d'avoir le maximum d'échanges avec vous, que vous soyez entreprise, expert de la transformation numérique, accompagnateur ou autre. Essayer d'avoir un peu des échanges sur le sujet. C'est comme ça que l'atelier sera intéressant. Et pour commencer, une première question à poser à Hélène en lien avec le nom de l'atelier. Nous, à la région, et ça a été très bien rappelé par Mathieu Azouar tout à l'heure, on a une grande ambition autour de la transformation numérique, conscience que c'est un des enjeux aujourd'hui de compétitivité de nos entreprises, du territoire, de facteurs de croissance, d'emploi. Là-dessus, je pense que le message, il est assez clair. On a un certain nombre de dispositifs qui ont été rappelés, par lesquels on vient financer des projets de transformation numérique. Donc on en est sur une phase où une entreprise a un projet pour lequel elle a déjà défini des contours, éventuellement des prestataires, et qu'on peut venir financer. Une de nos actions, elle est également dans l'accompagnement en amont de ces projets. Et ce qu'on mesure aujourd'hui, et principalement sur une cible PME, c'est le réel besoin des entreprises d'être accompagnées, d'avoir ce déclic. On a beaucoup d'entreprises qui s'adressent à nous avec un projet de financement d'un outil. Et on l'entend en boucle depuis ce matin, la transformation numérique, ce n'est pas que des outils, ça peut se traduire par des outils, mais ce n'est pas que des outils. Or, l'entrée principale, et j'ai des collègues de la région ici, c'est la même chose chez ADI, une entreprise qui vient nous voir, qui dit j'ai un projet de transformation numérique, j'ai besoin d'un ERP, j'ai besoin d'un outil CAE, j'ai besoin d'un CRM. Et la première question dans ces cas-là, c'est de dire d'accord, il y a un besoin, et si on essayait de voir un peu plus large et de voir si transformation numérique ne peut pas aussi s'entendre pour votre entreprise plus largement, il y a peut-être d'autres outils et de toute façon, il y a un potentiel beaucoup plus important. C'est vraiment le sentiment qu'on a aujourd'hui sur les PME, c'est ce besoin d'être accompagné dans une phase de réflexion stratégique et pas uniquement dans une phase de mise en œuvre de projet. Et la question, puisqu'aujourd'hui on est sur un sujet grand compte, c'est la question que je voulais poser à Hélène, qui a l'habitude d'accompagner des entreprises, c'est est-ce qu'on a un écart dans la façon d'aborder le virage de la transformation numérique entre les PME et les grands comptes, ETI, grandes entreprises? Alors, c'est pas évident en fait comme question, sans tomber dans le stéréotype, mais notre constat effectivement, c'est qu'il y a des différences. Il y a des différences. Alors, on va dire que les PME ont été un petit peu en retard dans cette transformation
Et ça y est, récupère, je crois qu'on n'en est plus qu'à seulement 22% qui commencent à peine leur transformation. Donc c'est un bon équilibre. En revanche, on sait que les grands groupes ont une marge d'erreur, quelque part, qui est plus importante, évidemment, que les PME. Dans une PME, on a tendance à être plutôt à 120% de son temps de travail au lieu de 100%. Les budgets sont plus contraints. Sauf que qui dit transformation dit où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? On a une vision, mais on ne sait absolument pas quand on se lance, et d'ailleurs on ne le sait absolument jamais, on ne sait pas ce qui va fonctionner. On ne sait pas réellement ce qui est le prochain service ou le prochain produit qu'on va proposer à nos clients. Est-ce que ça va être le bon ? Est-ce que cette hypothèse est la bonne ? On ne sait pas quel va être l'impact sur nos organisations de travail. On ne sait pas vraiment, on peut mettre toutes les billes de notre côté, si les collaborateurs vont s'engager dans cette transformation. Bref, on n'a pas évidemment une vision sereine de ce qu'on a envie d'essayer de mettre en œuvre. Et dans un grand groupe, la marge d'erreur, si on n'est pas allé dans la bonne direction, elle est plus importante que dans une PME. Une PME, du coup, va avoir peut-être plus de freins, plus de stress quelque part, et on le conçoit parfaitement, à se dire je vais essayer de mettre en œuvre des choses, je vais investir du temps, des ressources, de l'argent, mais je ne sais pas si ce que je vais faire va fonctionner. En revanche, on peut constater effectivement, ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a bien une prise de conscience aujourd'hui quasiment unanime de si je ne teste rien, je ne pourrai pas évidemment en parler demain. Voilà. Donc il y a cette prise de conscience. Il y a aussi cette prise de conscience qu'aujourd'hui, comme tout accélère, il y a une vraie accélération, il y a un vrai besoin de connaître ses clients, il y a un vrai besoin du coup d'aller chercher des données. Tout ça, les PME, certaines sont parfaitement équipées et sont tout à fait dans cette démarche parce que c'est leur cœur de métier. Et puis d'autres dont ce n'est pas le cœur de métier et elles ne sont pas du tout structurées avec les compétences, ne serait-ce qu'avoir une équipe informatique qui ne fasse pas, qui soit vraiment orientée sur les données, qui soit à l'aise sur les données. En fait, c'est très compliqué d'aller prendre ce virage-là. Mais ce virage est nécessaire. Un sujet aussi qui fait écho à un certain nombre des interventions qui ont eu lieu ce matin. On voit que pour parler transformation numérique, sont des dirigeants qui montent sur scène, principalement de PME, mais on est vraiment sur cette dimension-là. C'est un vrai sujet qu'on porte, et je pense qu'on porte tous, c'est de dire la transformation numérique et la transformation en général, c'est un sujet avant tout stratégique. Ça veut dire qu'on ne peut pas entrer par le petit bout de la lorgnette, on entre par le haut et par une réflexion sur la stratégie de l'entreprise. C'est se reposer des questions sur le business model, sur le produit, la relation client, la relation fournisseur, les process internes, la communication, l'image de l'entreprise. Et c'est vraiment toutes les interventions ce matin illustraient bien toutes ces dimensions de la transformation numérique. Mais en discutant avec Hélène, là où on porte ce message de la transformation numérique qui est avant tout une réflexion stratégique, Hélène me dit, pour moi, ce n'est pas forcément stratégique, c'est avant tout culturel. C'est une transformation culturelle. Alors, c'est culturel et stratégique. C'est effectivement, on l'a très bien entendu ce matin, de mémoire, c'était Xavier Bocard qui l'a expliqué, on ne devrait pas parler de transformation numérique. Antoine Chautard l'avait aussi dit l'année dernière et il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. On ne devrait déjà pas parler de numérique, c'est une transformation. Et puis, en fait, ce n'est pas une transformation, c'est une évolution et une accélération pour effectivement énormément de raisons. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a ce besoin de responsabiliser l'ensemble des acteurs et des parties prenantes d'une entreprise, donc les collaborateurs notamment. On parle d'empowerment, on va donner la capacité à agir et à agir au sein de ce système, de cette organisation. On parle du coup de besoin d'acculturation. On ne décrète pas du jour au lendemain, tiens, aujourd'hui, cher collaborateur, tu es responsable, co-responsable de tout ce qui va être fait dans cette entreprise. Forcément, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner non plus quand on a l'habitude de travailler en silo, on est responsable de ce qu'on appartient à un service, on est responsable de ses tâches, on sait très bien qu'on doit faire tel et tel reporting parce que ça a tel impact sur le service d'à côté, très bien.
Sauf que si on n'est pas au service commercial ou au SAV, ben on ne connaît pas forcément son client. Le client de l'entreprise, on ne sait pas. Donc, ce qu'on fait, en fait, ça a quel sens? Quelle est la valeur de ce qu'on apporte? Quelle est la valeur ajoutée de son service ou de sa propre fonction? Et donc, tout ça, c'est pour ça qu'on parle justement de centré utilisateur, d'être centré utilisateur, c'est qu'il est plus que nécessaire qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'entreprise soit orienté client. Mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. La comptabilité n'a pas forcément l'habitude de travailler avec le client. Le service informatique n'a pas forcément l'habitude de travailler avec le client. Et il faut effectivement que l'ensemble de ses collaborateurs et de ses services agissent, s'orientent vers et pour le client. Et donc, du coup, c'est une posture à adopter de se dire, on va travailler tous ensemble, on va s'enrichir de notre connaissance client, on va tous être à l'écoute de cette connaissance client pour que l'ensemble de l'entreprise puisse apporter une expérience au client tout au long de la vie du client et pas juste au moment de l'utilisation ou de la vente ou je ne sais quoi, apporte donc une expérience qui soit parfaite tout le temps, ou tout du moins la meilleure. Et donc, on va dire que la transformation ou cette évolution modifie, a des impacts forcément sur l'organisation et la façon de travailler en interne. Il y a une nécessité de se dire il faut que je prenne du temps pour travailler différemment avec les autres. Il faut que je prenne du temps pour être capable de déceler quelles vont être les informations ou les données sur mes clients qui vont être nécessaires à mon entreprise pour continuer son évolution. Il va falloir qu'on apprenne à travailler ensemble. Il va falloir qu'on se dise, le fameux adage si vous voulez aller vite, partez seul, et si vous voulez aller loin, partez à plusieurs. Là, il va falloir se dire, il est temps de partir à plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des méthodes à adopter qui permettent aussi d'accélérer. Mais tout ça nécessite une posture différente. Il faut évidemment s'engager. Il faut faire en sorte de susciter l'engagement. Il faut travailler de façon transversale. Et il faut, ce que je disais tout à l'heure, on n'est jamais sûr de faire des choses qui vont être les bonnes, quelque part. On ne peut avoir que des hypothèses tant qu'elles ne sont pas validées, testées et validées par nos clients. Et donc, on est forcément, que ce soit dans une entreprise qui a une sensibilité ou qui a complètement adopté l'agile, le lean, peu importe, on est forcément dans une démarche de se dire j'essaie, je teste, j'apprends et j'avance. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Mais du coup, ça, dans les PME notamment et les ETI, on est très, très, très souvent dans une culture on est contraint, il faut que ce soit dans les moyens qui sont donnés aux collaborateurs, il faut que ces moyens-là soient respectés. On attend une obligation de moyens et parfois une obligation de résultat. Comment on fait pour intégrer cette notion d'hypothèse et de test and learn dans ces organisations et dans ces cultures-là? C'est compliqué d'aller voir son manager en disant « Écoute, on était à plusieurs, on a discuté, on est sûr que le client, il a besoin de ça, il a telle problématique, on voudrait réfléchir, est-ce que tu peux nous libérer du temps et de l'argent, s'il te plaît ?» On ne sait pas du tout si ça va aboutir à quelque chose. Ce n'est pas évident de le faire, ça. Et encore moins de le faire au quotidien. Mais il va falloir apprendre. Alors, il y a des moyens, évidemment, de ne pas faire n'importe comment et de raccourcir les délais et du coup les dépenses ou les ressources mobilisées pour limiter la casse, quand ce n'est pas une bonne hypothèse, entre guillemets. Mais il faut absolument être dans cette posture-là, dans cette démarche-là. On entend bien que une des clés de cette transformation, alors qu'elle soit numérique ou pas, mais le principe de se transformer, c'est bien de repartir de l'essentiel, se reposer les questions. Et l'essentiel, c'est le client et ce que le client veut, ce que le client attend. Aujourd'hui, cette approche centrée utilisateur, c'est une approche qu'on a partout, même dans le public, puisqu'on parle de plus en plus de se mettre à la place de l'usager pour comprendre et pour mieux délivrer le service public. La question aujourd'hui, c'est quelque chose. On a l'impression que c'est à la mode. On parle du UX design de service, de mode agile, d'approche user-centric, de lean UX. J'ai l'impression qu'il y a un terme qui apparaît tous les mois sur le sujet avec UX, pas UX. Comment on s'y retrouve dans tout ça? Est-ce qu'on parle de méthode, de principe, de philosophie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et surtout, à quelle problématique, à quel enjeu on répond pour l'entreprise?
Alors, effectivement, il y a beaucoup de méthodos, de méthodes, de philosophie, effectivement. On a beaucoup de choses et tant mieux. Tant mieux si c'est, entre guillemets, devenu ou redevenu à la mode. Ça ne peut, moi j'en suis convaincue, ça ne peut qu'apporter beaucoup de richesse dans les succès à venir des entreprises. Si, effectivement, on est dans cette démarche de se dire « je vais être tourné », je vais m'organiser, je vais fonctionner pour mon client, bah, du coup, ça nécessite de l'empathie. Et l'empathie, c'est pas du fleur bleue, c'est pas du psychologique à 100%. C'est plein de choses. Il y a des outils, il y a des mesures, il y a des méthodes pour justement apprendre à écouter et à se mettre à la place de son client. Et pourquoi est-ce qu'on se met à la place de son client? C'est que quand on a envie de sortir un nouveau produit ou un nouveau service et qu'on est très très fier d'avoir un super produit avec une techno qui fonctionne bien, qui est bien huilée, etc., mais qu'en fait, ça ne résout pas une problématique du client, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Et donc, il va falloir effectivement être à l'écoute, mieux lui répondre parce qu'on a compris sa problématique et que du coup, là, on lui apporte une solution. Sauf qu'on revient toujours à notre démarche de test and learn. Bah, la solution qu'on va lui proposer, on n'est pas sûr que ce soit la bonne tant qu'on ne l'a pas testée auprès de lui. Mais l'enjeu, c'est de comprendre sa problématique. Et puis, on sait bien qu'au-delà du centré utilisateur, ce qui est commun à toutes ces méthodes-là, c'est qu'elles sont dites collaboratives. On favorise l'intelligence collective. On n'est pas bon, on est excellent quand on est plusieurs. Et plusieurs, pas n'importe comment. Il y a des équipes pluridisciplinaires qui doivent se constituer, etc. Mais on sait, il y a eu une dernière étude faite par le MIT qui a essayé de calculer le QI d'un groupe. On sait calculer le QI individuel et ils ont essayé de calculer le QI du groupe. Ils ont réussi à calculer le QI d'un groupe et en fait, ils ont pu constater que le QI d'un groupe ne correspond absolument pas, donc est parfaitement décorrélé de la somme des QI qui constituent ce groupe-là. Et pire, si vous mettez des QI très élevés avec des profils très similaires au sein d'un même groupe, eh ben, le QI du groupe va être inférieur à un autre groupe. Donc c'est assez étonnant, assez déstabilisant. On parle d'intelligence collective depuis très longtemps, c'est pas un mot nouveau, mais ça ne se fait pas n'importe comment. Et c'est assez commun, justement, à toutes ces méthodes-là. Il y a le principe de l'itération et de faire le fait qu'on avance petit à petit et qu'on apprend en permanence. Il y a le fait d'aller vite, qui est commun aussi à toutes ces méthodes-là. Et moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas une méthode qui écarte une autre méthode. Il y a des méthodes qui correspondent à certains enjeux et elles sont toutes, puisqu'elles ont ces points communs-là, elles arrivent toutes en fait à être quelque part en étant cousines, à très bien s'intégrer les unes par rapport aux autres. On peut utiliser une méthodologie comme le design sprint par exemple en amont d'un projet où on essaie de bien mettre à plat quelle est la problématique rencontrée par le client, quelle est la vision, quelles sont nos contraintes, quel est le vocabulaire qu'on utilise, comment on fait de l'idéation justement ensemble, comment on fait pour identifier les hypothèses qu'on va creuser pour apporter une bonne solution à la problématique de notre client. Très bien. Et une fois qu'on a le test et qu'on a choisi la bonne solution, bah là, du coup, ça peut se décliner en gestion de projet agile ou avec du lean. Voilà, ce sont des méthodes qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent parfaitement. Et puis, pardon, notre conseil, en tout cas, notre parti pris, c'est de se dire que plus vous allez connaître justement ces fondamentaux et ces postures liées à ces méthodes-là, et plus vous allez être capable d'aller choisir celle qui correspond le mieux à votre organisation et à vos contraintes. Et ensuite, vous saurez du coup aller chercher la bonne méthode pour le bon enjeu que vous pourrez rencontrer. Et alors la question un peu, si on sort de l'atelier convaincu qu'il faut se lancer dans une approche, une réflexion large sur sa stratégie, son produit, dans une logique centrée utilisateur. On a bien vu, il y a des méthodes différentes.
concrètement, comment on fait? Qui porte la dynamique au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des modèles? Est-ce qu'il y a une recette magique? J'imagine que la réponse est non. Mais... Non. Il n'y a pas, non, désolé, mais ça, je pense que vous le savez tous, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette unique non plus. Il y a plein d'exemples qu'on rencontre et qui sont plus ou moins complets. Une chose est sûre, c'est que évoluer en se recentrant sur son client, ça ne peut pas être décrété par une seule action. Donc, en général, il y a bien une vision, il y a bien un sponsor, quelque part, une vraie décision de la direction générale. Ça, c'est quand même assez nécessaire. Ça arrive en premier ou en deuxième, ça dépend des cas. Après, on essaie de voir justement comment aller chercher déjà cette connaissance client. Comment on fait aussi quelle méthode on va adapter? Comment on fait avec cette connaissance client qu'on a déjà quelque part? On a même souvent besoin d'aller plus loin dans cette connaissance client avec des outils comme les personas, les outils d'empathie, etc. Mais quelque part, quand on travaille dans une entreprise, on est censé connaître ses clients. Mais on va aller chercher les services et les collaborateurs pour faire émerger et on va additionner toutes ces informations sur les clients pour qu'il y ait une vision du client partagée et un peu plus complète que quand elle est séparée d'un service ou d'un collaborateur à un autre. Donc, on a pas mal d'exemples. On a, par exemple, un grand groupe qu'on a accompagné. Il y avait une vraie volonté de la direction générale d'aller vers cette connaissance client et cette évolution, mais sans aucune idée de comment aller se concrétiser les succès. Et donc, ils ont décidé de créer en fait un premier réseau, alors d'innovants, de ceux qui font le changement, de ceux qui font tout court. Enfin, il y a eu plein de noms et plein de réseaux différents. Et en se disant, ce qu'on va faire, c'est que ces ambassadeurs-là qu'on va mettre en place, on va les former, les monter en compétences. C'est eux qui vont être au fait de la veille. C'est eux qui vont être en charge justement d'aller chercher ces informations sur les clients. C'est eux qui vont découvrir les bonnes méthodes d'accélération ou d'innovation. Ou donc d'intelligence collective. Et puis, après, charge à eux d'aller diffuser et porter la bonne parole. Et force a été de constater que ça n'a pas fonctionné. Et donc, ce qui a été rajouté et ce qui vient en complément de cette démarche-là, ça a été justement de se dire, en fait, on garde ces ambassadeurs parce que c'est très important. On ne peut pas se dire tout le monde va faire la même chose dans l'entreprise. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, on va garder des ambassadeurs, mais on va aussi faire en sorte que ceux qui sont en proximité avec les clients soient responsables, donc soient sensibilisés, acculturés, etc., soient responsables de cette remontée d'informations. Et du coup, entre le rôle des ambassadeurs et le rôle de ces acteurs de proximité, du coup, l'entreprise est beaucoup plus à même de commencer, d'initier des projets qui soient vraiment centrés utilisateurs et donc vraiment beaucoup plus dans une démarche d'évolution, d'accélération et d'innovation. Et puis après, il y a d'autres exemples. Et là, je veux bien laisser la parole, du coup, on va commencer par Cyril Abonnel. Tu veux bien venir? Alors, Cyril, qui travaille dans la direction Aquitaine Nord de Enedis, donc grand groupe que tout le monde connaît. Je ne dirais pas que ce sont les compteurs Linky, non, pas du tout. Pas que, voilà. Mais donc, Enedis, parce qu'il y a effectivement une démarche qui est assez particulière chez toi. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, on a, je pense, un mixte en fait. On a initié un mixte à notre niveau régional entre un programme numérique et donc une dynamique initiée au niveau national pour justement transformer avec, je pense, toutes les composantes, à la fois les métiers, la relation client. Il y a aussi une vraie culture technicienne dans notre entreprise, délégataire de services publics sur la gestion du réseau d'électricité, avec une vraie montée en puissance sur les données, puisque avec notamment le déploiement des compteurs communicants, les 35 millions, il y aura une base de données qui sera parmi les plus importantes en Europe.
Mais il y a aussi la transformation des métiers, très opérationnelle, nos gars qui montent au poteau, pour le dire simplement. Donc sur ces métiers-là, on avait à la fois donc un programme avec on va dire des choses qui venaient du national vers les directions régionales, on en a 25 en France, mais aussi une volonté ou une injonction même gouvernementale à l'époque, en 2015, de s'ouvrir à l'open innovation et de travailler en proximité, en partenariat avec à la fois les startups, mais aussi les PME et le monde universitaire. Et on s'est bien rendu compte que sur les manières de travailler, soit on peut attendre que ça descende, que ça vienne des programmes nationaux. On peut aussi avoir envie justement de faire partie de ceux qui vont plus vite, même si on pourrait discuter sur la nécessité d'aller plus vite parfois, pour se dire nous aussi on peut aller à notre manière et en local, puisque en particulier ici on a la chance d'être dans un écosystème avec un certain nombre d'acteurs qui sont compétents, de nous-mêmes prendre notre destin en main sur un mode plus volontaire, avec différents acteurs dans l'entreprise, que ce soit des personnes de terrain, des managers intermédiaires, des membres du comité de direction, pour se dire ensemble et en interdisciplinaire, dans nos différents métiers, relations clients, expertise technique ou accompagnement, transformation numérique, comme c'est mon cas, ensemble, on va se jouer le jeu, de se dire on pourrait connaître, être tenté de se dire qu'on sait faire du design, de la gestion de projet, du lean, mais on a cette humilité de se remettre en question et de se dire nous aussi, on va pouvoir être d'autant plus pertinent et perméable à finalement ce qui pourra venir au moment où ça arrivera de cette dynamique nationale, qu'on se sera formé et qu'on fera un départ lancé, en s'étant aussi, en l'occurrence, formé. Donc bon, c'est pas une comment dire. C'était pas une évidence pour moi au départ de venir travailler avec Hélène, parce qu'on se connaissait depuis quelques années, mais c'était par contre une très bonne expérience, et c'est pas que moi qui le dis, parce que c'était aussi les membres de notre équipe, de se dire c'est une forme d'humilité, de remise en question, et ensuite, et le plus dur pour nous probablement reste à faire, c'est de mettre en œuvre, en choisissant les bons sujets, et en fait il y en a beaucoup, c'est pour moi surtout une question de personnes. Quand vous parlez de culture, on a justement aujourd'hui, je dirais, là, 2018, on s'est vu, 2019 on va le mettre en œuvre. On ne sait pas encore exactement sur quel sujet, parce qu'on peut se dire que ce sera à la fois la volonté aussi, l'enjeu du sponsoring dans le comité de direction. Je pense que là, si justement nous, on fait notre travail à nous, de remonter de terrain, et que ça vient rencontrer aussi, parce qu'on le sent bien, on a maintenant, moi j'ai pris cette responsabilité sur la transformation numérique depuis 2015, au niveau d'Aquitaine Nord. Donc c'est Gironde, Lot-et-Garonne et Dordogne, avec l'équipe de direction basée sur la métropole de Bordeaux. Et il y a certains sujets qu'on a démarrés nous, et qui parfois sont arrivés trop tôt, par rapport au temps de structuration et d'intégration nationale. Et là, l'idée, c'est plutôt de créer un champ de potentiel, si je m'exprime un peu comme un physicien, et de se dire, voilà, on va être prêt, il y a des équipes. Et notamment, pour prendre cette illustration sur Linky, on est en train de déployer les compteurs, mais après, on sent bien qu'arrive maintenant tout l'enjeu de l'appropriation et des données. C'était un sujet en soi, un beau sujet pour un certain nombre de techniciens chez nous, de déployer, d'être dans les clous du planning, des délais techniques, de la sécurité, un magnifique sujet aussi d'organisation de prestations, parce que la clé, on va dire, du succès de ce projet, c'est de respecter la demi-heure ou trois quarts d'heure par compteur posé. Vous pouvez imaginer sur le nombre de compteurs imposés, l'aspect logistique, organisation projet, mais j'ai envie de dire, maintenant le sujet, c'est presque plus ça, même s'il y a encore beaucoup de compteurs imposés. Ça va être justement l'appropriation des données avec tous les enjeux de sécurité. Et là, c'est très transverse pour nos différents métiers. Donc on va voir si, nous on s'y prépare et on verra à quel moment est-ce que ça vient rencontrer la volonté nationale qui va aussi prendre le temps de se déployer à l'échelle des 25 directions régionales. On parlait en introduction de l'approche qui peut être différente entre une PME et une grande entreprise. Là, on voit bien qu'il y a des contraintes aussi propres à la grande entreprise qui font qu'on va parfois trop vite à un échelon inférieur par rapport à ce qui est une autre contrainte d'un autre type par rapport à la PME. Est-ce que juste en quelques mots, tu pourrais nous préciser quel format ça a pris l'accompagnement concrètement, combien de personnes ça a concerné, qu'est-ce que ça veut dire quoi concrètement dans l'entreprise? Alors en fait, on a eu deux types d'accompagnement. Un vraiment orienté projet dans la dynamique de concours d'open innovation que Enedis organise chaque année depuis 2015, avec l'idée que, en fait, on avait deux équipes. Chaque direction régionale avait deux équipes à proposer. Et quand je dis équipe, c'est à la fois un partenaire, donc start-up ou PME, et des acteurs de l'interne,
pour vraiment travailler ensemble. C'est pas que une start-up qui pitch devant un comité Théodule là, de chez nous, c'est vraiment très intégré. Donc c'est aussi déjà un aspect appropriation et acculturation par le projet. Et là-dessus, j'ai envie de dire, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'on avait deux équipes et celle pour laquelle on a approfondi l'accompagnement d'expertise, c'était celle qui était justement la moins aguerrie. Alors que souvent, on a tendance à dire, si on a une qui est plus performante, enfin plus prometteuse, c'est elle qu'on va distinguer et mettre sur le devant de la scène, même si voilà. Et là, justement, on s'est dit, il y en a une qui est bien, quasi mature et qui est très proche de l'opérationnel commercial, parce que ça aussi, on pourrait en discuter, le fait de pas seulement se faire plaisir en tant que grand groupe, je vais être un peu provocant à cette phase POC ou expérimentation pour ensuite se dire, nous, ok, on a fait un POC, on fait la photo et on passe à autre chose, et puis longue vie à la start-up. Voilà. Mais là, on a accompagné justement celle qui était la moins costaud au départ, et après, mais peu de temps après, ce qui était d'autant plus intéressant, parce que ce premier exercice projet concret était très prégnant, était encore très présent dans les esprits, on a fait une formation plus large, justement, d'acculturation, avec certains représentants qui étaient porteurs du projet, et d'autres qui ne l'étaient pas, mais qui ont aussi bénéficié de ça. Donc on était, si je prends cette image du thé, là, d'abord on a fait la verticale du thé, et ensuite la transversale, en bénéficiant justement de la verticale. En fait, c'est très souvent le cas, pas toujours, mais c'est vraiment fréquent qu'une entreprise, et une PME ou grand groupe, pour le coup, se transforme quelque part d'abord par un petit projet. Et puis, alors je ne veux pas dire que c'est un petit projet Open Innovation, mais ce cas-là, par rapport à la taille de l'entreprise et au nombre de projets que vous avez et au champ des possibles dont tu parlais, ou des potentiels, c'est une brique, c'est une petite brique. Mais le fait de commencer par ça, c'est du concret, c'est extrêmement pragmatique et c'est presque rassurant, en fait. Parce que ce n'est pas évident pour des collaborateurs qui, tous les jours, font leur job, hein, pas forcément la même chose, mais en tout cas leur job, de leur dire, tiens, tu vas réfléchir, parce que demain, tu vas faire autre chose, mais on ne sait pas quoi. C'est pas évident. Alors que là, en fait, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de rupture. On travaille différemment, mais on travaille sur un projet, on fait la preuve quelque part et on rassure. Et là, après, il y a un engouement et d'autres étapes qui vont plus loin, en fait. Juste un mot en complément sur le fait de prendre le temps. Je me disais, avec la dernière ligne, c'est un slogan qui est un peu ancien pour nos amis de la SNCF, mais prendre le temps d'aller vite, c'était il y a plus de 15 ans. C'est le fait aussi que, en fait, si on prend le temps justement de réinterroger la manière dont on travaille, certes, on va être orienté projet ou se projeter sur l'avenir, mais on revisite aussi la manière dont on travaille au présent. Et ça, c'est ce que vous disiez déjà, c'est aussi la culture d'entreprise, et la tendance, elle est forte d'aller sur les outils. Alors qu'on se rend bien compte que l'enjeu, c'est pas tellement l'outil. Il y a eu des cas où on a changé d'outil. Si les gens, ils n'ont pas changé, ça marche forcément beaucoup mieux, quoi. Donc c'est aussi beaucoup de relationnel. Et voilà. Donc là, c'est une bonne expérience. On a encore du travail, mais j'ai discuté avec certains consultants là, qui sont sur du développement d'applis mobiles chez nous. Ils ont beau avoir vraiment travaillé depuis le terrain, faire de l'expérience utilisateur avec des équipes. Il y a un moment où quand ça remonte au niveau national, ça se structure, on sécurise au niveau juridique, au niveau cyber, etc. Mais quand ça redescend, ça a perdu de son agilité, de son efficacité. Donc, moi, je trouve qu'il y a une formule aussi sur laquelle on travaille en parallèle en ce moment, parce qu'on a aussi une chaire en sciences humaines et sociales avec l'Université Bordeaux-Montaigne, justement pour prendre à la fois du champ historique, rétrospectif et prospectif, et en même temps être au plus près du terrain pour l'appropriation ou l'appropriabilité de ces nouvelles technologies dites smart, pas seulement le comptoir. Et on se rend compte qu'il y a un enjeu fondamental. On travaille avec certains bailleurs sociaux, c'est l'accompagnement et la maîtrise d'usage. Et c'est pas que du numérique, c'est aussi la compréhension, s'adapter finalement aux utilisateurs. Donc c'est une expérience tout à fait intéressante pour nous, et je ne peux que recommander de prendre le temps de se poser des questions et aussi d'avoir l'humilité de se dire oui, on sait faire du projet, on est professionnel, on a X années d'expérience, mais c'est aussi avec les différentes personnes avec qui on travaille qu'on arrive à chaque projet à réussir. Merci. Et c'était un retour qui vient aussi corroborer ce qui se disait ce matin, c'est l'importance du facteur neutre
du rôle du consultant qui va intervenir à un moment. C'était un peu le retour de dire d'un seul coup, on se retrouve toute l'équipe dirigeante autour d'un élément neutre qui vient questionner tout ce que nous, on voit tous les jours et qui nous semble complètement acquis. Et c'était bien dit, je trouvais, ce matin. C'est un peu ce retour-là, c'est que d'un seul coup, on fait un pas de côté, on regarde les choses différemment. Et ça, alors, il faut prendre le temps, et on revient dessus, prendre le temps de le faire. Mais c'est un des éléments clés, facteur clé qui ressort des différentes expériences de transformation réussie. Merci Cyril. Merci beaucoup Cyril. Alors, j'insiste réellement. J'insiste sur cette notion de prendre le temps. Et si on reprend notre sujet, sans vouloir enlever de l'importance dans l'action menée par Cyril, mais c'est plus on est dans une structure de petite taille et plus il est compliqué de prendre du temps. Et ça aussi, c'est culturel. Et après, c'est culturel aussi dans les grands groupes. C'est-à-dire que vous avez cette notion de « je dois faire des choses, je dois travailler ». Et du coup, si je lis un article ou je regarde une vidéo qui va m'ouvrir l'esprit et me montrer qu'on peut faire des choses différemment, ben, ce n'est pas du travail, ça. Ça, je n'ai pas le droit de le faire au bureau. Sauf que si on ne fait pas ce pas de côté, mais pas n'importe comment, le pas de côté, il nécessite et du temps et quelque part un peu de place dans le cerveau disponible et du coup d'enrichir avec des éléments extérieurs, que ce soit comme des journées comme aujourd'hui ou que ce soit des livres à lire ou je ne sais quoi, eh bien, vous allez manquer de toutes les façons d'inspiration pour cette fameuse évolution. Donc, il est vraiment nécessaire de se dire, bah, ça fait partie de mon rôle de prendre le temps de faire autre chose pour pouvoir prendre de la distance et mieux aborder après les enjeux de son entreprise. Alors, du coup, effectivement, donc, comme on l'a vu, en tout cas avec Cyril, on a commencé par un projet d'innovation et on est allé ensuite sur la formation et sur les méthodes de travail. Et pour revenir, mais du coup un peu différemment, parce que vous commencez à connaître le groupe Cassou tous par cœur, bien sûr, depuis ce matin. Le groupe Cassou, ils ont une approche, comme pour ceux qui étaient là ce matin, différente, parce que du coup, ils ont commencé d'abord par un outil qui a quand même fondamentalement modifié les façons de travailler. Et du coup, je vais demander à Frédéric qu'il résume, mais avec une petite question piège, je me permets. Si tu devais revenir, alors on ne va pas revenir jusqu'en 2003, mais si tu devais revenir 6 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais de la même façon et qu'est-ce que tu ferais différemment ? C'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle j'ai un peu réfléchi quand même parce que tu ne me l'as pas posée qu'à l'instant. J'ai noté quelques points sur lesquels, sur lesquels je ferai la même chose parce que globalement, si on analyse le parcours depuis 6 ans, il est plutôt positif, voire très positif. Donc la première chose, c'est la stratégie d'aller vers le cloud très rapidement. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, notre groupe est assez particulier. 1200 collaborateurs, 33 sociétés d'exploitation, plus de 40 activités différentes, et mettre tout ce beau monde dans un même système d'information, c'est compliqué. Et le cloud devenait une véritable opportunité. Et on n'a pas compris, enfin moi à l'époque, je n'avais pas compris qu'en allant vers le cloud, je démarrais ma stratégie de transformation numérique, comme quoi les choses ont du bon. Donc ça, c'est le premier point, c'était un bon choix à l'époque. Ensuite, le fait de modifier notre organisation autour des chantiers, c'était la volonté de la direction générale, eh bien, nous a forcé à nous retrouver autour d'un projet commun. Et ça, c'était nouveau au sein du groupe. Le groupe est constitué de 33 sociétés, je le disais, 33 dirigeants, et ce sont tous un peu des Gaulois qui aiment bien travailler dans leur coin, et ils n'aiment pas trop qu'on les dérange. Et un jour, on leur a dit, maintenant, on arrête de travailler comme ça, on se réunit tous autour d'une table, et on met sur la table un projet commun. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont tous dit oui. Et à ce jour, donc depuis 2012, on tient un comité de pilotage. À l'époque, c'était tous les mois, maintenant tous les 2 mois, et peu ratent ces comités de pilotage, ce qui prouve que ça a été une décision qui a été favorable de travailler tous ensemble. Et en plus, déjà à cette époque-là, on ne savait pas qu'on faisait du collaboratif, si on savait un peu, mais on a décidé de mettre les utilisateurs de suite dans les ateliers pour qu'on puisse construire quelque chose qui allait être utile pour eux. Donc ça, on l'avait compris. Ensuite, le choix de la plateforme Salesforce.
Ça fait une quinzaine d'années que je les connais. Ils étaient à peu près une centaine dans le monde. Bon, ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Mais surtout, technologiquement, ils nous ont apporté beaucoup parce que grâce à leur plateforme, on a pu garder notre avantage concurrentiel, développer nos outils, garder nos compétences en interne et travailler sur cette plateforme. Et avec eux, on a créé un vrai partenariat, je dirais, dans l'innovation, puisqu'ils avancent très très vite, beaucoup plus vite que nous. Ils nous tirent tout le temps vers le haut. Et ça, c'est quand même super sympa de se dire, j'ai investi dans une plateforme, j'ai encore tellement de choses à faire que ça va, je peux dormir sur mes deux oreilles. Ensuite, on s'est aperçu qu'on on est vraiment rentré dans une transformation digitale des métiers. Ça, on l'a compris. Et ça, c'est un point très positif parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a une véritable adhésion des utilisateurs. Et je crois que c'est là la réussite. Tu le dis depuis le début, vous le dites toutes les deux depuis le début. L'accompagnement au changement, c'est une chose qu'il faut mettre en place, mais c'est tellement plus simple quand les utilisateurs, on les a mis depuis le début dans le projet, parce que s'ils ne sont pas d'accord, souvent ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Et là, ils disent que tout va bien. Après, on s'est entouré, à un moment donné, peut-être un peu tard, mais à un moment donné, on s'est entouré d'experts. Et comme disait monsieur tout à l'heure, il faut avoir l'humilité de reconnaître que même si on met des méthodes en place, même si on est content de ce qu'on met en place, d'avoir un avis extérieur, et un avis d'expert change tout. Et tu es là pour en parler. Nous avons fait notre premier design sprint il y a 2 ans. Il concernait mon équipe IT. Ça nous a permis de comprendre ce qu'était un design sprint, de nous remettre en question. Et on en a refait l'année dernière avec la direction générale. Et même s'ils traînaient des pieds au départ, ils étaient très contents après derrière. Et nous en ferons d'autres parce qu'on a vraiment besoin de se faire, excusez-moi l'expression, de se faire bouger un petit peu, hein, de se faire bouger par une vision externe, par une autre façon de voir, de penser, parce que dans le BTP, c'est très hiérarchique, c'est très direction générale, etc. Et depuis ces réunions-là, on comprend qu'il faut communiquer, il faut dialoguer, il faut collaborer, il faut participer tous ensemble au déploiement, au développement de notre stratégie digitale. Et enfin, le dernier succès, là je ne toucherai vraiment pas du tout à ça, c'est que, comme disait ce matin Xavier, qui était interrogé ici aussi, c'est que la direction générale s'est investie de suite dans le projet. Je répète, même si on ne savait pas que c'était le départ de notre transformation digitale, aujourd'hui ils l'ont bien intégré, ils l'ont compris. Depuis l'été dernier, on a créé un comité de digitalisation dans lequel il y a la direction générale. Et depuis, les choses avancent plus vite et on accélère. Donc ça, c'est les points positifs. Voilà. Tu veux peut-être les points un peu plus moins positifs, bon, tu vas les avoir alors. Alors, on n'a jamais eu de véritable stratégie digitale, sauf depuis l'année dernière. Voilà. Ça, c'est peut-être un peu le point négatif, ce qui fait qu'on s'est un peu appuyé sur l'outil pour se transformer et on a vite compris que ce n'était pas suffisant. On n'a jamais hiérarchisé les choses dans un sens logique. C'est un peu les métiers qui nous ont poussés, quelquefois bien, quelquefois moins bien. Et on a eu tendance un peu à subir cette transformation digitale, du moins à ne pas l'organiser correctement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a sous-estimé rapidement, on s'en est aperçu, on a sous-estimé l'accompagnement individuel, la formation des gens. Alors, pas celle qu'on fait à court terme. Tiens, voilà, je te donne un outil, je te forme dessus, tu as bien compris comment ça marche, le clic droit, le clic gauche, tu valides là, impeccable. Mais on n'avait pas compris que la transformation digitale allait bousculer les organisations, les façons de travailler des collaborateurs et que les collaborateurs allaient se retrouver dans une situation difficile. On a mis des collaborateurs dans des situations difficiles. Il y en a même certains qui sont partis. Il y en a certains qui se sont dit « je vais me faire virer ». D'autres qui ont dit « j'ai plus de boulot ». Et ça... plus le temps avance, plus on comprend qu'il faut communiquer en amont sur ce qu'on va mettre en place, leur expliquer qu'ils font partie intégrante du projet, et surtout que la finalité, c'est de les conserver nos talents dans les entreprises. Donc ça, on commence plus qu'un peu, on l'a bien compris. Je me souviens, j'avais posé de façon très provocatrice, parce que je connaissais la réponse, le deuxième design sprint, j'avais posé la question avec cette fameuse transformation, est-ce que vous voulez faire mieux avec les collaborateurs que vous avez, ou est-ce que vous voulez faire pareil avec moins de collaborateurs? Puisque pour faire la même chose qu'il y a 5 ans, avec votre outillage, vous pouviez avoir moins de collaborateurs. C'est clair. Que, évidemment, si vous aviez un design sprint mobilisant toute la direction, c'est que vous aviez besoin d'une stratégie et d'aller plus loin avec l'envie, évidemment, la vision, d'embarquer tout le monde pour aller plus loin. Mais c'est un vrai questionnement à avoir.
C'est sûr, parce qu'on s'est aperçu qu'avec les nouveaux outils et les nouvelles façons de travailler, il y a des gens qui font beaucoup moins de choses. Je parle par exemple de la saisie sur chantier. Nous, on fait des rapports de chantier tous les jours. On a des ouvriers, des chefs de chantier qui font des rapports. Avant, c'était écrit à la main, c'était transféré au conducteur de travaux qui l'écrivait à la main, à la comptabilité qui l'écrivait à la main. Donc toutes ces tâches-là, elles sont en train d'être balayées. Et donc forcément, les gens se retrouvent avec, surtout au niveau comptable, dans ce service-là, beaucoup de gens se posent des questions. Donc voilà, ça c'était un point négatif, c'est qu'on avait sous-estimé cette partie formation et accompagnement. Ensuite, dans les ateliers métiers, quand on était en comité de pilotage, on dit bon voilà, on va faire un atelier métier par exemple sur la facturation, on va transformer notre façon de facturer, ça ne va pas. Donc on demande au patron de nous mettre des experts. Enfin, à l'époque, on ne disait pas donnez-nous des personnes un peu qui facturent pour. Et on s'est retrouvé dans des ateliers, non pas avec des experts de la facturation, mais avec des gens qui avaient du temps. Et ouais, je vais te donner lui parce que il a du temps. Il facture pas beaucoup, mais il a du temps. Et donc, on s'est retrouvé dans des ateliers des gens qui n'étaient pas les experts du métier. Et on a fait de sacrées marches arrière. C'est-à-dire qu'on a sorti des produits ou des outils. Et à l'arrivée, quand on a formé les gens, mais c'est pas comme ça qu'on fait nous. Et moi, j'ai un souvenir très précis de personnes qui disaient quand tu auras un produit qui nous convient, on reviendra. Hop, il s'est levé, il est parti. Et là, ça jette un froid, évidemment. Mais surtout, tu fais une drôle de marche arrière et tu perds 6 mois. Et ceux-là, on peut les éviter. Ces 6 mois et un peu de crédibilité. Alors, oui, moi j'étais de votre côté, plutôt de frustration et de déception pour l'équipe qui a travaillé de façon un peu assidue et acharnée pour tenter de délivrer une nouvelle fonctionnalité qui ne correspondait pas du tout en fait aux besoins de vos collaborateurs. Quoi. Ouais, enfin, c'est très déceptif quand même. Ouais. Et c'est là où il faut expliquer à nos patrons qu'ils ne sont pas obligatoirement les bienvenus dans des ateliers. Parce que eux, ils ne sont pas forcément les utilisateurs finaux. Ce n'est pas les patrons qui font des factures. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses à expliquer à nos patrons. Mais ça se passe bien. Ils l'ont bien compris. Un autre point, et c'est le dernier, on a oublié de mener en parallèle la transformation digitale de nos services. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment concentré, focalisé sur les métiers. Et aujourd'hui, on a un vrai retour des métiers parce qu'on a 120 chefs de chantier qui ont des tablettes et qui rentrent leur temps tous les jours, leur rapport de chantier sur tablette. C'est inespéré. Franchement, c'est une population, tout le monde doutait. Tout le monde doutait, on en a parlé un peu ce matin, on disait on a des générations, on a des gens qui ne parlent pas bien français, qui n'écrivent pas bien. Et ça crée un lien dans leur famille parce que les enfants les aident à utiliser la tablette. Et puis, ça crée des liens aussi entre les jeunes qui arrivent, qui savent moins travailler techniquement, mais qui utilisent beaucoup plus facilement le digital. Et on a des vrais retours très, très, très positifs à ce niveau-là. Et donc, les métiers, ça va très bien. Par contre, les services de la holding, on ne s'en est pas du tout occupé. Et là, on a une espèce de fossé qui existe entre ce que vivent les métiers. Et quand ils viennent voir nos services, ils disent « Mais attends, moi, aujourd'hui, quand j'ai besoin d'un intérimaire, j'utilise ma tablette. Et toi, tu fais comment ? Ah moi, j'envoie un fax. » Bon, je caricature un peu, mais le fossé, il est là. Et notre enjeu, là, dans les années qui arrivent, c'est de combler ce fossé, de faire en sorte que les services de la holding soient à la hauteur de la digitalisation des métiers. Merci beaucoup pour ce témoignage, Frédéric. Merci 1000 fois. Une conclusion à toute façon ? Alors, avant de passer aux questions, si vous en avez, moi, Hélène aime bien les questions pièges, j'en ai une petite. On est sur un sujet où on dit l'approche centrée utilisateur, il faut comprendre son client, comprendre les besoins du client pour adapter les produits. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui disent aujourd'hui que trop se concentrer sur les besoins du client freine l'innovation, puisqu'aucun client n'est arrivé un jour à un focus group en disant j'ai besoin d'un iPhone ? Oui, alors il y a la fameuse phrase de Ford. Alors, elle triche, parce que moi, j'avais prévenu Frédéric que j'avais une question piège. Céline ne m'a pas prévenu. La fameuse phrase de Ford qui dit, si j'avais demandé à mes clients qu'est-ce qu'ils voulaient que je change sur leur véhicule, ils m'auraient demandé un 5e cheval ou des chevaux qui courent plus vite. Je ne sais plus exactement la réponse. Mais oui, mais être centré client, ce n'est pas poser la question au client de savoir ce qu'il veut, ce dont il a besoin, et ensuite le fabriquer en interne et lui apporter. Évidemment, ce n'est pas ça. Et si ce n'était que ça, on n'aurait pas besoin d'intelligence collective. Et toute la force, la richesse des réponses qu'on peut apporter de nos observations de leurs problématiques et de notre capacité
alors c'est un mot barbare, mais à problématiser, en fait, c'est cette richesse-là qui va faire qu'on va sortir du lot, on va se différencier et on va apporter les bonnes réponses. Encore une fois, il va falloir peut-être en apporter 100 pour en avoir une qui va être la bonne. Voilà, donc c'est pas anodin de se dire qu'il faut tester. Mais en tout cas, c'est sûr que ce n'est pas en posant la question, ou pas uniquement au client, de ce qu'il veut qu'on va pouvoir mieux le connaître et mieux le comprendre. Et donc, au contraire, on favorise l'innovation par cette intelligence collective avec les clients et l'utilisateur. Alors, c'était exactement ma conclusion. Non, mais en tout cas, pour juste conclure, avant de vous laisser la parole, mais sur ces exemples que nous, on a pu constater, et merci encore à Cyril et Frédéric de leur témoignage, c'est qu'en fait, il n'y a évidemment pas de recette unique. Mais on sait en revanche qu'il y a des impératifs. On sait que pour aller mieux connaître nos clients, il va y avoir quand même un gros travail de données. Et qui dit travail de données et dit process et réorganisation et structuration des services, dit outillage, changement de méthode de travail, du coup montée en compétences. Le tout, il faut que ça ait du sens pour vos collaborateurs, donc il faut de la culturation. Enfin, évidemment qu'il y a ces fondamentaux et ces choses en commun, quelle que soit la façon dont on va essayer d'aborder son évolution, sa transformation ou la poursuivre si elle est initiée. De toutes les façons, il y aura, quoi qu'il arrive, besoin de se réorganiser, besoin de monter en compétences, puisqu'il y a une évolution des métiers, besoin de travailler différemment, donc apprendre de nouvelles méthodes. Et évidemment, du coup, le tout va faire en sorte qu'on va travailler en proposant des services différents à partir d'outils internes différents ou des produits, bien sûr. Voilà. Alors, il nous reste quelques minutes pour des échanges, des questions de votre part. On doit avoir normalement un étudiant avec un micro, mais s'il n'est pas là, on va le faire. Non, mais Est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a une, il faut remonter. Bonjour, Philippe Fioravanti d'Asso Aviation, détaché sur un pôle de compétitivité. Bon, j'adhère avec pas mal de discours ce matin et de cet après-midi. Par contre, je vois que on emploie... alors, on fait déjà... on tente des fois d'opposer ou du moins de discriminer grands groupes, PME. Bon, moi, j'ai envie de dire derrière, au travers de notre rétexte, un homme est un homme. Donc, il se retrouve à la maison le soir, il a sa vie de tous les jours. Donc, qu'il soit dans un grand groupe ou dans une PME, il reste avec ses fondamentaux. Par contre, aujourd'hui, le numérique nous oriente un petit peu sur l'entreprise de demain. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus une réflexion. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend, que l'on soit en PME ou que l'on soit dans un grand groupe, le système de décision, il a un certain âge ou un âge certain. Donc, j'ai une première question, c'est comment faire l'usine du futur avec des gens d'avant-hier ? Je ne vois pas beaucoup, moi, de jeunes, parce que le challenge, on parle beaucoup de compétitivité, mais enfin, la compétitivité, ce n'est pas un but, c'est une conséquence. J'ai envie de dire qu'en fonction des actions que l'on a menées ou pas menées, la compétitivité ou le ROI, on va l'avoir ou ne pas l'avoir. Hein. Par contre, la certitude que l'on ait, c'est par contre l'horloge qui tourne et le temps qui passe. Donc, au travers de ça, j'ai envie de dire que 2025, c'est 75% de la population active qui sera de génération Y et Z. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est avant tout de se transformer ? Certes, c'est se transformer, c'est évoluer, mais est-ce que la problématique n'est pas tout simplement de demain être attractif
pour, d'une part, réconcilier toute cette nouvelle population qui arrive sur le marché et qu'il faut peut-être réconcilier avec le monde de l'industrie. Et le numérique est certainement un des axes forts qui va pouvoir attirer cette jeunesse-là. Parce que si demain une entreprise n'est pas en mesure, et le demain il est très proche, n'est pas en mesure d'attirer, ben, j'ai envie de dire que quid de son existence. Voilà, donc c'était plus des réflexions que des questions. Ben, en tout cas, je me permets du coup d'enrichir ou de rebondir sur ce sujet. C'est un sujet qui est rencontré, alors pas par le monde, par les acteurs du monde industriel, mais par aussi le secteur du BTP, par exemple. Ce sont des secteurs et des organisations ou des tailles de structure ou les grands groupes, pareil, n'attirent pas les mêmes recrues que les petites structures avec une image plus innovante. Bref, beaucoup de secteurs ont leurs problèmes d'attractivité, indéniablement. Et c'est un combat qu'on doit mener dès aujourd'hui. Et effectivement, ce matin, il y a eu un premier témoignage. Donc, ça a été une des façons d'être plus attractif. Il y en a beaucoup d'autres. Et indéniablement, à partir du moment, en tout cas, où la direction, et ça se ressent dans toutes les équipes, ont décidé de travailler de façon plus agile ou plus accélérée, tout ça, ça correspond aussi à nos jeunes recrues qui vont bientôt arriver. Encore faut-il effectivement le faire savoir aussi. Et juste pour répondre aussi, ce sujet d'attirer, c'est un vrai sujet. Il y avait une réunion du club des ETI récemment où ils avaient souhaité mettre à l'ordre du jour justement la thématique, c'était comment attirer les millennials dans nos entreprises. Et un des constats qui était fait, c'était qu'aujourd'hui, on n'a plus la même approche du travail. C'est plus le côté sécurité. On s'engage plus à 20 ans avec un travail qui nous apporte de la sécurité et un salaire jusqu'à ses 70 ans. Enfin, pour eux, ça sera beaucoup plus, mais ça, on ne leur dit pas. Et le vrai sujet, c'est la recherche de sens. C'est trouver de l'épanouissement dans ce qu'on fait au quotidien. Et justement, intégrer, et par une transformation de l'entreprise aujourd'hui, intégrer des méthodes qui sont, comme celle-là, des méthodes agiles et des méthodes où on met l'usager, l'utilisateur, le client, l'usager au centre, on retrouve l'utilité. Ça veut dire que même la personne de la facturation sait finalement ce qu'elle facture et quel est le produit vendu et à qui il sert. Et ça, c'est un moyen d'attirer. Et autre chose, quand on parle de transformation, on en a aussi beaucoup parlé ce matin, c'est l'image de l'entreprise, c'est la communication, c'est l'image qu'on véhicule. Aujourd'hui, premier réflexe de quelqu'un qui voit une offre d'emploi, il va taper le nom de l'entreprise sur Internet et voir ce qui sort. Et l'image de l'entreprise. Et récemment, j'étais dans une entreprise industrielle, d'ailleurs du monde de l'aéronautique. Quand on va sur le site, première image, c'est une image du bâtiment. Et quand on arrive, des panneaux partout qui indiquaient nous existons depuis 150 ans. Je dis, mais et à côté de ça, ils avaient fait tout un espace détente avec un baby-foot, avec tous les couleurs, avec les salles de réunion, avec des écrans. Et en fait, sur la façon de communiquer sur leur entreprise, ils s'accrochaient à des messages qui étaient les messages qui séduisaient les générations précédentes. On existe depuis 150 ans, donc si vous venez travailler chez nous, on vous garantit la sécurité et vous resterez là pendant 40 ans. Or, ils auraient montré le baby-foot, le côté sympa, le côté les écrans dans les couloirs. C'est les millennials qu'ils auraient plus attirés. Donc c'était un peu ces réflexions aujourd'hui qui rejoignent complètement tous les sujets qu'on aborde depuis ce matin sur se transformer. Et se transformer par le numérique, c'est transformer toutes les dimensions de l'entreprise. Et c'est comme ça aussi qu'on attirera. On ne vous voit pas. C'est pas forcément des questions, ça peut être un témoignage. Est-ce que l'un de vous a un témoignage à apporter ou un éclairage? Vous avez tout. Ah. Bonjour, je m'appelle Julien Veil, je suis du groupe Talent, qui est un expert, c'est marqué dessus, en transformation digitale, donc aussi bien en mise en œuvre de systèmes d'information qu'en conseil amont. On travaille beaucoup avec Enedis sur Paris, peut-être bientôt sur l'Aquitaine. On vient d'arriver sur la région de Bordeaux depuis le début de l'année.
J'avais une réflexion qui reprend un peu ce que vous dites à la fois sur les méthodologies et puis sur les différences qu'il peut y avoir entre travailler avec des grands groupes, travailler avec des ETI, des PME. Nous, on travaille avec les deux. Et on travaille aussi bien dans le côté client que côté mise en œuvre. Pour moi, il y a déjà ce qu'on peut appeler transformation. Pour moi, effectivement, quand une ETI digitalise, par exemple, son process cœur de métier, là, vraiment, c'est une transformation. Alors que quand on bosse avec des grands groupes, ils ont, comme vous avez dit tout à l'heure, des centaines de projets en même temps. Ils sont plus en évolution permanente qu'en transformation, quand ils vont changer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. C'est effectivement pas la transformation, c'est de l'évolution permanente. Et du coup, ce qui est intéressant pour nous, quand on travaille sur une ETI ou une PME, c'est en termes de méthodologie, ils vont être très demandeurs et à l'écoute de trouver la bonne méthode pour ce projet. Alors que quand on travaille avec des grands groupes, ils vont en général vous faire signer un contrat cadre qui vous dit on est agile, hein, mais tous nos projets se passent pareil. On est super agile, mais chez nous, c'est toujours des sprints de 6 semaines, quel que soit le projet. Chez nous, c'est toujours l'équipe projet. On est agile, on a un Scrum Master, machin, mais tous les projets sont pareils. Et du coup, c'est beaucoup moins facile d'être force de proposition de conseil en disant attention, ce projet-là, c'est pour une force de vente. Celui-là, c'est pour, je sais pas quoi, un RS. Celui-là, c'est pour mettre en place un centre d'expertise. Du coup, on pense que votre méthode de dire on est agile, mais tout le temps pareil, c'est pas agile. Et du coup, nous, en termes on apporte du conseil et en général, on est plus satisfait du travail quand on veut travailler avec des entreprises de taille intermédiaire qui disent ah ouais, effectivement, on va travailler ensemble non seulement sur ce projet de transformation, mais sur la méthode adaptée à ce projet. C'est plus intéressant que de dire que de rentrer dans le cadre où je pense que mes collègues ont peut-être la même réflexion. Dans le cadre que quand on travaille chez telle grande entreprise, eh ben, tous les projets, aussi différents soient-ils, rentrent dans un cadre agile, rigide. Voilà. Alors oui, mais si ce n'est que le contre-exemple, là pour le coup, sur le design sprint typiquement, évidemment qu'il n'était pas prévu, on va dire, et intégré dans les process achats, il n'était pas connu de tous les métiers chez Enedis, et malgré tout, on a réussi à travailler avec ce format-là. Et tant mieux. Mais effectivement, il y a souvent des cadres un peu plus rigides dans les grands groupes qui empêchent de pouvoir avoir cette agilité qui serait pertinente. Oui. Et la bienvenue. Alors, si plus personne n'a envie de parler, plus de questions, plus d'éclairage, et on va vous libérer. Du coup, merci à tous. Et puis, je crois qu'il y a la suite dans 5 minutes, là où il y a la suite ici en plénière.